va continuer avec un personnage un peu atypique, hein, vous allez voir. Il a effectivement beaucoup de facettes à son talent. Il nous a même fait découvrir hier qu'il était magicien, donc je ne sais pas si... Et il va vous faire découvrir des choses peut-être que, pour ma part, j'ai appris beaucoup en écoutant. Donc là, je vais à nouveau l'écouter avec plaisir. Alors, Rémi Winterholler, qui va intervenir maintenant, est également un ingénieur de l'école d'ingénieurs de Purpan. Alors, il a débuté sa carrière assez classiquement, pas classiquement, mais à l'Institut français de la vigne et du vin. Et puis, il a passé quelques années ensuite au sein du groupe Lafort, puis chez Petzold, où il travaillait sur les procédés physiques et l'oxygène. Alors ça, c'était très œnologique. Mais il a aussi une passion qu'il a développée, qui est le brassage, donc la production de la bière. Alors, il l'a fait pendant 18 ans en amateur. Et puis, en 2020, il a franchi le pas en créant sa brasserie. Donc, vous verrez tout à l'heure, il vous fera un petit peu de publicité, puis il vous la fera goûter à l'issue de notre réunion. Donc, il y produit non seulement des bières, mais également des kéfirs. Et il développe, il nous en parlera brièvement, également des procédés innovants, notamment la culture de champignons gastronomiques sur des résidus de brasserie. Voilà, alors je lui laisse la parole. Allez. À toi, Rémi. Merci. Et puis du coup, merci pour le champagne cette semaine, c'était pas mal. Ils n'ont pas réussi à faire un col de mousse comme les brasseurs, mais c'est quand même une bonne alternative à la bière. Voilà. Et merci à l'Allemand pour également cette semaine. Voilà. Alors voilà, bon, je suis d'origine alsacienne, donc quand j'ai fini mes études, le choix était simple. Je produisais du vin ou je produisais de la bière. Je n'étais pas trop bretzel. Donc du coup, bon, j'ai commencé par le vin. Il y avait cet aspect empirique qui me plaisait beaucoup dans le vin, où là, dans la brasserie, j'avais l'impression que beaucoup plus de choses avaient été résolues et que c'était peut-être un peu moins intéressant. Finalement, les deux sont très intéressants, et notamment dans la bière, finalement, la maîtrise la plus grande maîtrise des ingrédients de base n'est pas finalement un frein à l'imagination, et au contraire. On en parlera au cours de cette présentation. Donc bon, le titre, l'artisan simple révélateur ou partie intégrante du terroir, c'est un titre que j'ai trouvé, mais après, on va parler un peu plus généralement de la bière et de comment on l'a fait. Et petit à petit, je vais essayer d'aborder la notion de terroir, justement, à travers des ingrédients de la bière. Alors, nous allons voir donc rapidement un peu comment on fait de la bière. Puis, en faisant un petit peu d'histoire, on va finir par aboutir sur comment sont produits les ingrédients pour faire la bière aujourd'hui. Et donc, cette notion de terroir liée à la qualité des ingrédients. Et puis à la fin, nous verrons si on fait un peu de philosophie. Et si les questions ne sont pas trop compliquées, on pourra faire une dégustation à l'issue de la conférence. Alors, pour faire de la bière, il y a ces 4 ingrédients. De l'eau, qui, elle, va influencer le brassage et la fermentation. Le malt, donc les céréales maltées. Alors, globalement, il y a 2 catégories de malt. Il y a le malt de base, qui est souvent le malt Pilsen ou alors le pale, et les malts spéciaux. Le malt de base, c'est vraiment la source d'amidon que l'on va donc transformer en sucre et qui deviendra ensuite l'alcool. Et ensuite, il y a les malts spéciaux, qui eux sont des malts qui vont amener de la couleur, des arômes, voire de l'acidité. Le houblon. Alors le houblon, lui, donc le houblon, il est intégré dans la bière depuis, de manière presque obligatoire depuis 1200. Avant, c'était la cervoise. Le houblon, lui, amène l'amertume, les arômes et a des propriétés de conservation. C'est pour ça qu'il a été introduit dans la bière. Ensuite, la levure. Alors j'ai un laser, peut-être que je peux faire comme ça aussi. Ouais. La levure, elle, va amener une partie d'arôme et va amener également des équilibres qu'on va choisir dans la bière, notamment avec la quantité de sucre résiduel qu'on va vouloir et d'autres aspects que nous aborderons. Une petite page de pub au passage, voilà. Alors, donc, pour commencer par le malt. Alors le malt, donc le principe, c'est une céréale maltée. Donc, pour faire de la bière, on a besoin d'une source d'amidon. Donc toute céréale peut faire office de malt. En l'occurrence, en France, on utilise beaucoup de malt d'orge, du malt de blé également. Mais selon les pays, la céréale locale fait affaire, et ça fait d'ailleurs des typicités de bière. Alors le malt, c'est quoi? C'est une céréale qu'on a fait germer. On la met à tremper, elle va commencer à germer. On remue pour pas que les racines fassent des agglomérats. Et après, on sèche le tout.
L'intérêt de faire ça, c'est qu'en enclenchant le process de germination, la plante va vouloir donc dégrader sa source d'énergie, qui est l'amidon qu'elle a stocké, et pour ça, elle va produire de l'amylase. Donc finalement, ce qu'on fait en maltant la céréale, c'est qu'on produit donc on produit de l'amylase. Donc en fait, le malt, c'est de l'amidon plus de l'amylase. C'est pour ça que je suis ici. Je ne suis pas chez Novozymes là, parce que malheureusement, on arrive à l'avoir naturellement là. Après, ils font des très bons trucs aussi. Alors, pardon. Alors du coup, les malts spéciaux. Donc les malts spéciaux, il en existe de nombreuses catégories. Principalement, l'idée c'est qu'on a un malt de base, donc on a séché, et après on peut le torréfier. Donc là, des niveaux de torréfaction varient énormément et peuvent aller jusqu'à une torréfaction qui donne un malt vraiment torréfié comme du café noir. Et selon les quantités qu'on va introduire dans la recette, on va apporter de la coloration et des arômes. Donc si on en met un tout petit peu, on va avoir une bière ambrée. Si on en met plus, on va avoir une bière brune. Et on imagine bien que finalement, pour avoir une même couleur brune, on peut mettre soit un tout petit peu de ce malt très torréfié, soit beaucoup plus de malt un peu moins torréfié. Donc on a vraiment une infinité de recettes qui peuvent être faites. On peut faire un rapprochement avec le toastage des barriques, où je crois qu'il y a des copeaux aussi dans le vin qui sont utilisés, avec un peu toute cette gradation de couleurs et d'effets d'arômes, des effets principalement empyromatiques. Le houblon. Alors le houblon, c'est ça. Donc c'est une plante grimpante, c'est un rhizome dans le sol qui chaque année va faire une tige grimpante qui peut monter jusqu'à 6 mètres de haut et faire ces paysages caractéristiques qu'on voit ici. On va cultiver principalement, enfin on va cultiver même que des plantes femelles, parce qu'il y a des mâles et des femelles. Et on va cultiver les plantes femelles car elles produisent donc des inflorescences, ces cônes de houblon qu'on voit ici, et c'est ça qu'on va utiliser dans la bière. Le houblon a énormément de molécules, contient énormément de molécules de substances chimiques, beaucoup d'arômes différents, et également les acides alpha et les acides bêta, qui est la molécule qui va conférer l'amertume dans la bière. À présent, les levures. Alors dans la bière, on peut faire une dichotomie, enfin bref, une distinction entre les lagers et les ales. Donc, tout ce qui est lager, c'est les bières qui sont fermentées en dessous de 12 degrés, on peut dire basse température, avec des souches qui vont être utilisées pour la fermentation basse, donc qui sont typiquement Saccharomyces carlsbergensis ou Pastorianus, Uvarum, etc. Ou alors, il y a les souches utilisées pour faire les bières ale. Donc les ale, c'est tout ce qui est fermenté, on va dire plutôt autour de 20 degrés. Et ces bières ale principalement dans les bières brasseries artisanales, on fait de la ale. Et ça, c'est Saccharomyces cerevisiae qui va le fermenter. Dans la bière, nous verrons dans le procédé, on est obligé d'amener de la levure parce que le mou a été bouilli, donc il ne contient pas de micro-organismes. Donc quand on fait le choix de la levure, on n'a pas les mêmes caractéristiques, les mêmes critères que dans le vin. À savoir, il y a par exemple le critère d'atténuation limite, qui est la capacité à la souche à dégrader tous les sucres. On peut vouloir un peu plus de rondeur, un peu moins de rondeur dans la bière, et ça, on peut le choisir avec à la fois les opérations de brassage, mais aussi le type de levure utilisée. Également, un facteur intéressant qu'on ne retrouve pas forcément quand on achète des levures dans le vin, c'est la capacité à floculer et à sédimenter, du coup. On va avoir des levures non floculantes, des levures qui vont faire des flocons. Et donc, dans l'élevage de la bière, qui est beaucoup plus court que dans le vin, ça va beaucoup influencer, parce qu'une levure floculante va sédimenter beaucoup plus vite. Et également, moi, par exemple, qui refermente mes bières en bouteille, si j'ai des levures non floculantes ou floculantes, le dépôt ne va pas du tout être le même. Ensuite, il y a des paramètres un peu plus, que l'on retrouve également dans le vin, avec notamment une tolérance à l'alcool, selon le niveau selon le type de bière qu'on veut faire. Après, il y a par la neutralité, mais on peut dire qu'il y a des levures qui vont avoir peut-être plus de profil fermentaire ou moins de profil fermentaire, etc. Alors, au niveau du procédé de fabrication, brièvement, il y a deux grands espaces dans la brasserie. Il y a la salle de brassage, où là, on va avoir avec le grain la production du mou. Donc, on a des cuves qui nous permettent de chauffer. Alors ça, voilà, c'est des cuves faites pour. Après, l'avantage en brasserie, c'est qu'on peut aussi bricoler un peu. Alors là, je parle vraiment pour la brasserie artisanale. On n'est pas dans le côté industriel. Et on peut très bien, à partir de temps calé et de systèmes de chauffe, arriver à se faire sa salle de brassage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites brasseries qui se développent. Et à côté, une fois qu'on a produit le mou, il y a la salle de fermentation.
les cuves de fermentation, où là par contre ça vaut le coup de mettre le budget parce qu'on a besoin de travailler dans des conditions d'hygiène très poussées. À savoir donc là par exemple, vous voyez, c'est des raccords clamp que je recommande très fortement. Bon, et bien sûr, comme moi j'ai des tuyaux œnologiques, j'ai mis des adaptateurs en Macon 40, mais ce qui compte, c'est voilà, avoir des cuves de ce style-là, avec un fond cylindro-conique qui nous permet finalement d'éliminer la levure par-dessous, de l'éliminer ou de la réutiliser pour ensemencer une nouvelle cuve. Oui, désolé. Je peux le dire qu'à la fin du Lamentour, ça. Et du coup, voilà, mais on sait qu'il faut quand même, il y a un certain nombre on peut le réutiliser quelques fois, et après, au bout d'un moment, quand même, la souche finit par dériver. Donc là, on a par exemple une cuve typiquement, donc cylindro-conique. Le fait de pouvoir éliminer les levures par-dessous évite d'avoir à transférer la bière pour la soutirer, donc on évite la prise d'oxygène, les contaminations, etc. Et puis là, vous avez même le cas d'une cuve qui est isobarométrique, thermorégulée et isolée, ça c'est le top. Comme ça, vous pouvez même finir votre fermentation sous pression et mettre directement en bouteille en isobarométrique. Au niveau du process, alors là, pour gagner du temps, j'ai mis mon étiquette de bière qui explique un peu le procédé. Alors, pour faire de la bière, donc, il y a la céréale qui est cultivée, elle est maltée, et à partir de là, voilà, commence le travail du brasseur. Nous, généralement, on achète le grain maltais. On le concasse, afin que, quand on le met dans l'eau, l'amidon puisse passer en solution. Donc on va le mettre dans l'eau chaude, avec des températures précises, qui vont en fait activer les amylases, et au lieu que la germination qui prend plusieurs semaines pour consommer l'amidon à température ambiante, autour de 60-70 degrés, les amylases, en 1 heure, 1 heure et demie, vont dégrader tout l'amidon du mou. Cette étape, voilà, ça s'appelle la mèche, c'est-à-dire le mélange du mou et de la drèche. Alors, normalement, je fais le tour. La bouteille est ronde, donc après, on fait le tour. Donc, du coup, on repasse ici. Voilà. Donc, on arrive ici. Et là, en fait, on va avoir une étape de filtration. Alors, c'est une filtration grossière, dans le sens où on a une plaque perforée. Et la cosse du malt, donc la partie fibreuse qui reste dans le malt, en fait, va servir de terre de filtration. Donc, c'est une filtration sur le propre substrat de filtration, on peut dire. Donc, on va faire un retour du mou sur notre mélange jusqu'à que ça devienne limpide. Et à partir de là, hop, on envoie vers la cuve d'ébullition. Alors, petite parenthèse, nous, voilà, le délire à la brasserie, c'est après, on récupère la partie fibreuse, donc les drèches, le résidu de grain, pour faire des substrats, pour faire des shiitake et des pleurotes. Vous êtes tous bienvenus à la brasserie. Alors, du coup, on prend ce mou, on va le mettre dans une cuve d'ébullition, où là, on va le faire bouillir en présence de houblon. Le houblon à chaud va diffuser ces acides alpha, notamment, qui vont également se décarboxyler pour donner l'amertume caractéristique. Une partie des arômes du houblon également vont être transférés au mou, et une partie également, malheureusement, vont s'évaporer ou vont être brûlés par la chaleur. À partir de là, on va refroidir. Et ici, on rigole plus parce que le mou, il est sucré, il est riche, etc. Donc la première bestiole qui va venir s'installer dessus va fermenter. Donc nous souhaitons avoir uniquement notre souche qui fermente le mou. Donc là, on l'ensemence et on va avoir une fermentation qui va durer dans la bière. Ça peut être plié en 3 jours, mais souvent voilà, 3 jours à 1 semaine de fermentation. Puis une garde qui est de l'ordre d'1 semaine à 3 semaines pour faire la clarification. À partir de là, on va avoir le conditionnement, donc mise en bouteille, mise en fût, et puis consommation. Alors, pour revenir un peu à l'évolution de la production, alors la bière, ça date d'il y a très longtemps. Alors apparemment, même avant, ça aurait été un peu ça qui a lancé finalement la culture des céréales, qui a motivé l'humain à cultiver les céréales. Et donc, bon, on en retrouve des différentes traces de production de bière. Alors là, on n'a jamais trop su si c'était une chicha ou si c'était, mais on a estimé que finalement c'était du vin de céréales. Donc voilà, donc la bière, ça date, on a vu des traces en Mésopotamie, etc. Bon, un peu plus tard, il y a eu les fermes avec donc des producteurs de céréales qui maltaient eux-mêmes leurs céréales. Donc les céréales étaient trempées, étaient mises à même le sol, et puis pendant plusieurs jours, on retourne les céréales pour éviter, comme je disais, que ça s'agglomère. Et puis petit à petit, il y a eu séparation des activités avec les malteurs d'un côté, les brasseurs de l'autre, les agriculteurs, les malteurs, les brasseurs. Et puis là, on en était à peu près à 5000 brasseries. Et il y a eu l'industrialisation et la concentration avec finalement disparition des petites brasseries au profit de, on va dire, une 50aine de grosses brasseries. Et aujourd'hui, on a un petit phénomène inverse, qui est la réapparition de brasseries artisanales. Alors j'ai mis local entre guillemets, ça dépend d'où on se trouve.
Et vu qu'on est dans le vocabulaire justement flou, il y a du coup finalement local, terroir, artisanat. Nous, on pourrait dire un peu, c'est ça les mots dans la bière, parce que dans le vin c'est terroir, au moins on peut tout mettre dessus. Là, au début, je disais, bon, nous sommes une brasserie locale. Alors, ça n'a pas marché les 4 premiers jours du L'Allemand Tour, parce qu'en fait, on n'était pas à Bordeaux. Voilà, ici, je peux le dire, on est une brasserie locale. Notre production est artisanale. En fait, c'est faux, parce que du coup, artisanal, il faut produire pendant 3 ans pour être inscrit à la chambre du métier de l'artisanat. Donc, il faut que j'attende un peu. Bon, du coup, j'ai mis, nous brassons des bières de terroir. Et là, personne ne peut me contredire, parce personne ne sait vraiment ce que c'est. Alors. Bon, on va quand même essayer de voir ce que c'est, un petit peu. Donc, les définitions, on en a eu précédemment qui nous ont été données. Donc, on peut dire que, globalement, un produit du terroir, c'est une génétique, un pied de vigne, etc., qui va pousser dans un environnement donné, avec, il va pousser parce que, quand même, l'humain l'y a mis et s'en occupe. Donc là, on a un produit du terroir, un produit d'origine agricole unique. Après, voilà, la question, est-ce que la bière est un produit du terroir? Finalement, c'est la question de savoir si je prends un produit agricole ou plusieurs produits agricoles, je les mets dans un environnement qui est du coup avec un climat, des micro-organismes. C'est moi qui bosse, donc c'est des actions humaines. Ça donne un produit d'origine agricole unique, mais finalement qui n'a pas poussé, qui n'est pas corrélé à un sol. Donc c'est un produit du terroir. J'ai pas la réponse. Mais, petite page de pub, en reprenant peut-être les ingrédients un à un, on va essayer d'approfondir cette réflexion sur l'origine et la relation au terroir. Alors, pour commencer par l'eau, parce que finalement, s'il y a bien quelque chose que l'on ne déplace pas trop, il y en a quand même qui le font, mais l'idée c'est de prendre quand même l'eau au robinet, c'est plus simple. Eh bien l'eau, ses caractéristiques en brasserie, tous les différents éléments qui la composent, qui sont présents dans l'eau, ont été bien étudiés. Et donc on voit, par exemple, c'est très intéressant, pour chacun des éléments, on a un ensemble d'influences. Et bien évidemment, on peut influencer, par exemple, en éliminant certains composés. On peut faire précipiter le fer, on peut osmoser, on peut rajouter des choses. Donc on a une certaine finalement maîtrise de ce terroir eau, l'eau de la ville. Alors si on peut parler de terroir, je ne sais pas, mais voilà, on a cette maîtrise-là. Au niveau du malt, alors voilà, de nos jours, le malt, ça rigole plus du tout. On a la production. Il va y avoir des organismes de collecte. Alors là, je parle en général, il y a aussi des petites malteries qui font du bon boulot. Mais en soi, en grosse majorité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une production. Les céréales sont collectées, elles sont triées. Donc il y a déjà une première séparation avec, par exemple, l'orge. Il va être classé en orge brassicole, c'est ce qui va être le mieux valorisé. Et puis, les orges qui n'ont pas la bonne taille de grain, qui n'ont pas la bonne composition, vont être déclassées pour l'alimentation animale, par exemple. Donc là, on a la partie tri. Et ensuite, on a la partie maltage. Alors là, vous avez un exemple. Donc je vous disais, à l'époque, le malt était mis au sol et il était retourné, mais maintenant, tout est automatisé. Et du fait d'avoir des opérations de tri préalables, tout le malt va pouvoir germer de manière homogène et être traité de manière homogène. C'est vraiment, donc là, l'intérêt, c'est qu'on obtient une très bonne régularité de la qualité, ce qui quand même nous simplifie le travail quand on brasse. Il faut savoir que voilà, ce type de production, c'est vraiment de l'industrie avec des capacités énormes. Il y a certaines industries qui peuvent produire plus de 500 tonnes par jour. Donc c'est vraiment énorme. Mais malgré ça, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que finalement, là, c'est les malteries soufflées, par exemple, qui proposent ça. On a des possibilités d'avoir des maltes locales. On ne parle pas de terroir, là on parle de local. Et par exemple, si je suis dans le Schnorr, je peux produire un malt, je peux produire une bière avec le malt de la région. Donc on va dire que c'est ça l'argument qui est mis en avant. Alors au niveau du houblon, alors là j'ai mis des terroirs et des variétés, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais su si c'était finalement au départ l'origine du houblon qui faisait sa caractéristique ou le houblon qui faisait sa caractéristique dans l'origine. Alors c'est pas grave, on va expliquer. En fait, alors là du coup, faut vous dire, ça c'est en vert, c'est toutes les zones où le houblon est cultivé. Bien sûr, c'est par pays, donc le houblon il n'est pas cultivé là-haut, mais voilà, il y en a aux États-Unis, au Canada, etc. Donc le houblon est quand même une plante c'est le cousin du chanvre, et comme le chanvre, on le retrouve un peu partout. Et en bord de rivière, en fait, on en trouve partout en France. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a des variétés, différentes variétés, un peu comme les cépages pour le vin.
qui ont, elles, des caractéristiques très particulières, on en verra après, avec des profils aromatiques définis en fonction des variétés. Et il y a, par exemple, on parle beaucoup des houblons américains qui ont les arômes plutôt agrumes, les arômes intéressants pour tout ce qui est un peu caractéristique IPA. Mais finalement, ces variétés peuvent très bien être cultivées en France et produiront aussi les mêmes arômes. Après, il va y avoir des variations, bien sûr, des effets terroirs, mais cependant, la caractéristique peut être retrouvée à différents endroits. Alors, quand on achète un houblon, donc ça, c'est un cône de houblon en gros, hein, je ne peux pas faire plus gros après. Là, on achète ce houblon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, en fonction des récoltes, on a la teneur en acide alpha. Donc, les acides alpha, je vous rappelle, c'est la molécule amère. Donc, en fonction de l'indication du fournisseur, je vais pouvoir moduler ma dose de houblon pour obtenir à la fin, dans mon produit, la même amertume que celle que j'ai fait au brassin précédent. Et après, il y a également d'autres trucs intéressants, c'est que là, on a carrément la composition. Donc, vous voyez, il y a différents composés aromatiques qui ont été analysés et donc qui me permettent, moi, vraiment d'affiner mon profil organoleptique. Alors, je dis ça, mais en fait, comme on a beaucoup de mal à avoir certaines souches et tout ça, disponibilité, on prend quand même ce qu'on a. Mais, alors, voilà, par exemple, je vous parlais des différentes variétés. Donc tout ça, c'est des variétés de houblons qui ont été mis sur une roue des arômes. Donc on voit qu'il y a des houblons plus floraux, des houblons fruités, des houblons agrumes, plutôt herbacés, etc. Donc, par exemple, les houblons alsaciens sont connus pour être des houblons plutôt, par exemple, sur des profils un peu herbacés. Les houblons américains, comme je disais, sur des profils plutôt agrumes. C'est cependant pas le fait qu'il est poussé là-bas qui fait ça. C'est que je peux prendre mon houblon américain et le cultiver ici, et je retrouverai le profil. C'est pour ça que je disais des terroirs ou des variétés. Et ce qui est intéressant en France, par exemple, c'est qu'à l'époque, il y avait une production en Alsace et dans les Flandres. Et de nos jours, on voit que les houblonnières refleurissent un peu partout. Là, ça va de pair avec les brasseries artisanales ou locales. Et donc, on retrouve de nos jours un peu des productions réparties un peu partout. Alors, la levure. La levure, comme là je vous indiquais, on part d'un mou stérile, donc il faut l'ensemencer. Et ce qui est très agréable, c'est qu'il n'y a pas de tabou. Les gens savent, on a toujours ensemencé, les moines ensemençaient. Donc à l'époque, les bières qui étaient faites dans les abbayes, les moines collectaient la mousse qui débordait. En fait, il y avait un espèce d'effet de flottation, on avait les levures sur le dessus, on collectait, on mettait dans le fût suivant. Ils ne savaient peut-être même pas ce que c'était la levure, mais c'est pas grave, Inch'Allah, ça fermentait. Donc la levure, il y a ça d'intéressant, que finalement, si ce n'est pas tabou, oui, on utilise de la levure, et on en met d'ailleurs. Donc là, vous avez par contre des contre-exemples, non pas des contre-exemples, mais c'est la brasserie Pilsner Urquell. Donc contrairement à ce que je vous avais dit, on doit travailler dans des conditions stériles, etc. Ouais, eux, ils fermentent en cuve ouverte, c'est pour ça que j'ai trouvé l'exemple intéressant, mais ils font quand même d'excellentes bières. Et là, en fait, on a vraiment un ensemencement qui peut avoir lieu, parce qu'il y a une ambiance générale avec leur levure. De même, au niveau, donc quand même, je vais essayer de parler un peu en relation avec le thème de la conférence, enfin du tour. Levure de terroir. Alors il y a un cas intéressant, hein, le cas des Belges est bon, c'est celui de la lambic. Donc là, la bière lambic, c'est des bières qui sont produites 15 km autour de Bruxelles, avec du coup une caractéristique qui est l'ensemencement, on va dire, de levure par les levures indigènes environnantes. Là, ça, c'est tout le bazar de ce qu'on peut avoir qui fermente pendant les différents mois de fermentation et de garde de la bière. Avec une étape entérobactère, une fermentation par les Saccharomyces, des acidifications par lactobacilles, il y a de la brette, et des étapes de refermentation où à nouveau on a encore plein d'autres petites bêtes. Donc là vraiment on a quelque chose d'intéressant. Alors on se demande quand même comment ils y arrivent, mais ils y arrivent, hein, c'est là que les Belges ils sont forts. Après il y a toujours la question, comme les fermentations sont conduites aussi en barriques, etc., les barriques peuvent servir de réacteurs, finalement ça loge les micro-organismes. Donc l'ensemencement est-il uniquement de l'extérieur? Est-ce que c'est l'ambiance de cave? Est-ce que c'est vraiment l'ambiance belge? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un cas très, très intéressant qui, cependant, n'est pas du tout le majoritaire. Il faut savoir qu'en général, il n'y a pas du tout de hasard pour la levure dans la bière, surtout quand on parle d'industrie comme ça. Donc là, c'est une brasserie qu'on était allé visiter. Le camion, il arrive, il se gare. Il y a des petits rouleaux qui permettent de décharger toutes les matières premières. Il est rechargé en bière et il repart. Et à l'intérieur, il n'y a pas un humain. Donc, il n'y a pas un tuyau branché, débranché, etc. Et c'est des volumes monstrueux.
Oui, juste pour indiquer aussi, il y avait des humains, c'était vraiment pour balayer un angle où si le verre tombait, c'était trop cher de mettre une machine, c'était à peu près les seules fonctions. Mais donc là-dedans, on imagine bien que si une levure commence à muter, ou je ne sais pas quels seront tous les termes, enfin à faire des choses, à plus se comporter comme sa génétique devrait, et ben là, on a un pouvoir des productions énormes. Donc dans ce genre de cas, les brasseries, les souches sont conservées dans 4 laboratoires distincts et sont contrôlées. Donc là, vraiment, on a besoin que la levure soit un outil, c'est de la rocket science. Ouais. Alors là, un peu, je saute du coq à l'âne, mais voilà, je vous parlais tout à l'heure des raccords clamp. Alors c'est juste parce que j'en profite, parce que vous travaillez dans le vin, je travaille dans le vin aussi. Quand même, dans la bière, voilà, on essaye de simplifier la tâche, vu que le plus important, c'est de ne pas se contaminer. On a des raccords propres, on va dire, avec des cuves, avec des systèmes de nettoyage en place, et en fait, finalement, aucune ouverture extérieure. Donc on peut avoir comme ça un contrôle de l'hygiène très bon. Voilà. Et parce qu'on est dans le préventif. Une bière, voilà, l'idée, c'est que comme on la rebrasse chaque jour, chaque semaine, on ne va pas chaque fois recorriger et faire venir les osmoseurs. On va plutôt essayer d'entrée de jeu, d'avoir le produit qu'on veut et d'affiner comme ça, et après de répéter le process. Donc finalement, pour revenir sur le terroir, hein, moi je dirais que le terroir, la bière, l'avantage c'est qu'on a pu le déshydrater, donc les céréales, le houblon, les levures, et ce qui permet finalement de le déplacer et d'avoir également une bonne régularité. Moi, ce que j'observe avec ça, c'est que ça permet une meilleure maîtrise de l'objectif produit. C'est-à-dire, on connaît nos ingrédients, donc on peut aller vers le produit qu'on veut. Et derrière, finalement, ça nous permet d'avoir une bonne créativité, d'aller vers de nouveaux produits, mais qu'on recherche, pas juste, on subit pas juste. Et donc, ça entraîne une grande diversité de produits. Alors aujourd'hui, voilà, il y a plus de 2000 brasseries en France. On voit qu'une diversité de bières énorme. Donc ça, c'est quand même assez confort, je dois avouer, dans la brasserie. Voilà. Mais je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous dis à tout à l'heure.